Bonsoir à tous, c'est une nouvelle semaine, j'espère que vous l'avez bien démarré, chers téléspectateurs. Sur le grand rendez-vous, c'est l'ouverture d'un nouveau package de 5 numéros et vous allez découvrir le menu de ce premier numéro de la semaine juste après la météo. Merci beaucoup d'être avec nous sur le grand rendez-vous, le tout premier numéro de la semaine. Nous allons parler bien sûr de l'avenir de la planète. Oui, sauvons l'avenir de la planète, c'est ce qui préoccupe d'ailleurs même les habitants de la Terre vu l'ampleur de la désertification. On prendra exemple sur le Bénin pour donc vous dire comment est-ce qu'il faut donc agir désormais, quelles sont les actions qu'il faut donc mener pour assurer à la génération future de pouvoir satisfaire également à ses besoins. Rendez-vous sur Nature et Bien-être. On parlera aujourd'hui dans le monde agricole de la pisciculture, oui, l'élevage des poissons qui est une opportunité de création d'entreprises au Bénin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Il y en a également parmi les consommateurs qui aiment beaucoup plus, qui préfèrent, j'allais dire, les poissons élevés qu'à ceux pêchés directement dans nos plans d'eau. On aura le temps, bien sûr, de vous parler comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre entreprise d'élevage de poissons. Nous parlerons également du graphisme qui est un métier, oui, un métier, le graphisme, qui a donc plusieurs spécialités. Mais pourquoi est-ce qu'il faut donc se spécialiser en graphisme? Et nous allons répondre à la question tout à l'heure avec un consultant en publicité. On va terminer sur Autant Savoir pour parler de l'Internet qui est une source de développement pour la jeunesse. Voilà donc le menu de ce grand rendez-vous chez téléspectateurs. Merci de rester en notre compagnie et n'oubliez surtout pas qu'à 19h45 exactement, Estelle Pazou sera là pour le journal, mais elle est déjà présente depuis la rédaction de BB24. Bonsoir Estelle Espérance, Aurore Pazou. Bonsoir à vous, Assiom Simplice Gaba. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 avec quel menu? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle a été décrétée pour sensibiliser l'opinion publique à la sauvegarde de la terre et de l'environnement. Pour entreprendre, la question du financement n'est finalement pas la plus importante. Le goût du risque, la maîtrise de soi et la maîtrise de son environnement sont bien plus importants. Clotaire Awekou nous donne plus de détails. Et puis, les fêtes communautaires ne sont pas que réjouissances. Elles sont également importantes pour l'économie et le développement du Bénin. Pakoum Alomankwe est gestionnaire de patrimoine. Il nous en parle et ce sera bien évidemment à 19h45.
À 19h45, l'heure à laquelle nous allons donc vous retrouver, Estelle Pazou, pour donc détailler bien sûr ce sujet. Rendez-vous donc tout à l'heure, dans moins de 40 minutes exactement. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs, ouvrir les différents plateaux. On commence par Nature et Bien-être. Nature et bien-être, ce soir nous parlons de la désertification, oui, les regards de la planète, sinon les pensées des habitants de la Terre seront directement orientées vers la future génération, les futures générations, comment est-ce qu'ils vont pouvoir satisfaire à leurs besoins vu l'ampleur de la désertification. Mesdames et messieurs, on va vous présenter, proposer, pourquoi pas, quelques actions à mener pour donc assurer l'avenir. Pour cela, nous allons dans un instant nous retrouver, je dirais même derrière cet élément témoin, et pour donc en parler. Regardez. 62% de nos terres sont abîmées au Bénin. Des chiffres rendus publics en juin 2017 par l'INSAE, Institut national de statistique et de l'analyse économique. La désertification touche presque toutes les régions du pays. Divers facteurs sont à la base, parmi eux les techniques et pratiques culturelles inappropriées. Il y a des cultures, on peut les faire avec des pesticides, mais il faut savoir les utiliser dans la mesure. La façon dont nous faisons l'agriculture, la façon dont nous traitons nos zones humides. Il y a dans certaines régions, on prélève des bois, de la végétation pour en faire des acadias. Donc cette façon de pratiquer que nous utilisons, c'est ça qui conduit souvent à la dégradation des terres. Toutes les zones sont frappées par la désertification. Ça peut être faible, ça peut être moyen. Il n'y a pas que les terres agricoles. Il y a aussi les ressources en eau. Même Cotonou, qui n'est pas terre agricole, est dégradé. De façon spécifique, les départements du Borgou, de la Liborie et de la Takora sont devenus les zones les plus dégradées du Bénin, selon les environnementalistes. Face à la situation, des moyens adéquats de protection et de réhabilitation des sols sont disponibles. Il y a la sensibilisation. Et par exemple, pour les mesures politiques, il y a les réglementations qui sont prises, les lois, les règlements, les décrets et puis les politiques de tous les secteurs qui impactent les ressources naturelles. Ces politiques-là peuvent permettre d'atteindre nos objectifs de gestion durable des terres. Donc il faut utiliser beaucoup de matières organiques, d'engrais organiques, pour fertiliser le sol au lieu de prendre des engrais chimiques et de les utiliser dans le sol pour les terres agricoles. Il ne faut pas aller enlever tout ce qu'il y a comme plantes dans les zones humides et dire qu'on veut les utiliser pour faire autre chose. Et il y a par exemple le pois d'Angole qu'on peut cultiver et qui permettent de garder, de protéger le sol. Pour une approche durable et un large impact des actions de protection des sols, la date du 17 juin est retenue pour célébrer chaque année la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Pour l'édition 2019, la commune de Sinandé, dans le département du Borgou, bénéficie de la mise en terre des plants. Une action qui vise à encourager la lutte pour la gestion durable des terres dans cette localité du Bénin. Retour en plateau avec un expérimenté en matière de protection des ressources naturelles. Il s'agit du colonel Cormlan Marcel Capot. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Vous êtes agent des eaux, forêts et chasses à la retraite. Bonsoir, Roch. Bonsoir, Ration Simplice Gabas. C'est comment? Ça va très bien. Ah ben, je suis content de vous retrouver. Le plaisir est partagé de vous surtout retrouver. sur ce sujet
qui en réalité parle de l'avenir de la planète, l'avenir, les générations à venir, comment est-ce qu'elles vont pouvoir satisfaire les besoins. Tout à fait, et c'est justement la raison pour laquelle le thème de cette édition s'intitule « Construisons l'avenir ensemble ». Nous allons voir avec notre expert, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, Komlan Marcel Capot. Il est en plus d'un agent des eaux et forêts et chasse, il est expert en gestion durable des terres. Il nous dira comment faire pour protéger justement l'environnement. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Pardon. Alors, la désertification, est-ce qu'il faut la résumer à l'avancée du désert ou comment la définissez-vous? Merci, monsieur le journaliste. Le plus souvent, on pense que la désertification, c'est l'avancée du désert. Non, la désertification... Oui, d'habitude à penser, parce que la désertification est en sorte une dégradation des ressources édaphiques, c'est-à-dire le sol et les terres, dans les zones arides, semi-arides ou sub-humides, sèches. Et qu'est-ce que vous mettez concrètement dans la dégradation? Est-ce que c'est le fait de dessoucher les arbres ou bien, expliquez-nous. Il y a deux types de dégradation qui s'opèrent au niveau du sol. Oui. Il y a la dégradation physique et puis la dégradation chimique. D'autant plus que le sol étant recouvert de végétation, une fois que vous enlevez la végétation, un processus s'engage sur le plan physique. À savoir, s'il pleut, par exemple, l'eau commence par décaper le sol. Et également, quand il y a des grands vents, ça emporte le sol. Mais quand vous le dites ainsi, on a l'impression que le fait même d'enlever les herbes qualifiées de mauvaises, quand on les enlève, c'est une forme de désertification qu'on est en train de favoriser par cette action. En fin de compte, le sol, vous savez que nous sommes un pays essentiellement agricole. Donc, le sol est un capital pour nous. Et nous devons protéger le sol pour pouvoir avoir une agriculture durable. Mais quand vous savez que nos pratiques agricoles ne sont plus adaptées à ce qui se passait avant, il y avait assez de ressources et il y avait assez de terre, on pouvait faire la jachère. À chaque 10 ans, on peut attendre 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y a eu une augmentation de la population, donc une pression est exercée sur les terres agricoles. Et donc, ça fait que les terres ne se reposent plus, les terres ne se reconstituent plus. Et comme vous le savez, pour qu'un sol soit productif, il lui faut tous les éléments chimiques également. Donc, nous avons ces deux types de dégradation au niveau de notre pays. Et il s'est fait qu'il y a un travail qui a été fait au niveau du pays où on a caractérisé les zones où cette dégradation est très avancée. Alors, c'est au Bénin ici, au Bénin, quelles sont ces zones? C'est surtout les zones que nous appelons, sur le plan technique, les deux zones agroécologiques. 1 et 2 surtout. On a suivi dans le reportage tout à l'heure que c'est à Sinadé qu'aura lieu la manifestation officielle. Est-ce que Sinadé est concerné, fait partie de la zone 2. Alors, quelle est l'activité que l'on fait à Sinadé pour rendre aussi vulnérable la terre? Oui, comme vous le savez, nous sommes essentiellement un pays agricole. Et donc, l'agriculture telle que c'est pratiquée dans ces zones en est un facteur. Il y a également d'autres facteurs qui s'ajoutent, à savoir la transhumance et également les feux de brousse que nous pratiquons. Tout ça là rassemblé, conjugué, ça entraîne une dégradation de ces zones-là. Comme j'ai suivi le point focal, elle a parlé aussi des villes, des zones urbaines. On constate que la désertification est remarquée également dans les villes. Et c'est pour cela que je posais la question tout à l'heure de savoir si le fait d'enlever même les mauvaises herbes à Cotonou, par exemple, est une façon de favoriser la désertification. Bien non, elle veut tout simplement nous dire que la désertification n'est pas seulement dans les zones que nous pensons. Voilà. Il y en a partout sur notre pays. Parce qu'il y a des zones qui sont extrême dégradation, moyennement dégradées, et puis faiblement dégradé. C'est-à-dire quand vous quittez la zone que nous appelons la zone agroécologique 1, qui est extrême, notre extrême nord, c'est la zone qui est
dégradé, extrêmement dégradé. Et quand vous arrivez dans la zone 2, 1 et 2, il y a des zones qui sont moyennement dégradées. Vous arrivez entre la zone 3 et 4 et 5, là c'est encore moyennement dégradé. Faiblement dégradé, vous arrivez au niveau du sud et vous voyez les zones comme Alada, les zones comme dans la zone de Porto Novo, Adjara et autres. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut évaluer la surface ou bien la superficie dégradée, à combien d'hectares peut-on l'évaluer? La superficie dégradée entre 2000, disons, il y a 10 ans, on a observé sur 10 ans que nous avons dégradé 2,2 millions de terres, soit 220 000 hectares par an au niveau du Bénin. 220 000 hectares par an. C'est assez impressionnant. Que nous dégradons. Wow. Et pourtant, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Cela fait déjà 23 ans. Qu'est-ce qui a été concrètement fait pour que nous assistions encore à ce résultat aussi déplorable? Oui, heureusement, nous avons eu des actions des anciens dirigeants qui ont déjà alerté, comme je vous le disais la fois passée, que depuis les années 70, il y a eu une sécheresse énorme et qui a entraîné des décisions telles qu'on a institué la Journée nationale de l'arbre et la campagne de reboisement. Donc, malgré ces actions, le résultat n'est pas atteint, ce qui a amené à la conférence des chefs d'État de 1992 pour se réunir à Rio pour prendre les trois conventions, dont la convention également sur la désertification et la sécheresse. Il faut dire que le Bénin, en signant cette convention, a fait quand même a posé un certain nombre d'actes. La première des choses que le Bénin a fait, il a élaboré ce que nous appelons le plan d'action national pour la lutte contre la désertification. On est fort en élaboration des tests, hein, mais c'est l'application qui compte. C'est l'application qui compte. Mais comme vous le savez, pour ça que dans le monde, si vous voulez faire des actions ordonnées, vous devez partir d'abord des tests. Et comme vous le savez, le Bénin élabore toujours de bons textes. Et nous sommes également dans l'application, nous ne sommes pas loin de ce que... Seulement que, comme vous le savez, la population s'accroît au jour le jour. Et la pression est très forte sur les ressources naturelles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque nous tendons déjà vers la fin de cet entretien, ça passe très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour préserver l'environnement, pour construire ensemble l'avenir et l'assurer? Oui, cette journée permet d'abord de sensibiliser le public. Et en même temps, nous avons des techniques qui ont été déjà élaborées et qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau des populations à la base. Parce que c'est les acteurs à la base qu'il faut prendre en compte, renforcer leurs capacités. Il faut maintenant, aujourd'hui, que tout le monde se rende compte qu'il faut investir dans nos terres. Parce que c'est ça qui doit nourrir, et c'est ça qui doit nourrir la génération qui va venir. Investir dans la terre, ça veut dire beaucoup de choses. S'occuper de la terre. Ça peut aussi vouloir dire faire l'agriculture. C'est-à-dire? Ça peut aussi vouloir dire faire l'agriculture, et en faisant l'agriculture, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, l'agriculture ici, jusqu'à présent, a été faite de manière extensive. Maintenant, il faut qu'on passe à l'agriculture intensive. Okay. Et l'agriculture intensive, ça veut dire que les acteurs de la production doivent s'occuper des terres qu'ils exploitent et non exploiter une partie, quitter là, aller ailleurs pour pouvoir encore dégrader. Donc, par rapport à ça, des techniques sont déjà mises au point. Et nous sommes en train de passer déjà à l'échelle, à travers un certain nombre de projets, tels que le projet ProSol, par exemple, qui fait une activité très intéressante avec les populations. On commence d'abord par des techniques qui ne coûtent rien aux populations. Par exemple, les populations ont l'habitude de cultiver ou même de faire leur bion et suivant la pente. Non, quand vous faites ça, quand il pleut, il emporte tous les éléments. Donc, il suffit seulement de leur dire, vous pouvez commencer par faire les bions et parallèlement à la pente. Il y a également des plantes, les légumineuses, qu'on peut utiliser pour protéger ces sols. Et ça permet d'enrichir ces sols parce que,
Comme vous le savez, et si vous n'avez pas de la matière organique, même si vous mettez l'engrais, le sol ne donne rien. Merci beaucoup, Monsieur Colonel Komlan Marcel Capot. Je rappelle que vous êtes un expert en gestion durable des terres, ancien agent des eaux, forêts et chasses. Merci également à vous, Assiom Simplice Gaba. Merci beaucoup à vous, Aurélien Roch Akoinou. Merci également à vous, Monsieur le Colonel. Merci, Monsieur le journaliste. À très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer, oui, de l'environnement à l'agriculture. Vous savez, il n'y a même pas de pas, hein. Il n'y a pas de différence. Donc, on passe tout de suite à Monde agricole. Monde agricole, ce soir, ça parle de la pisciculture comme source de revenus, source de création d'entreprises. On revient juste derrière cet élément pour donc détailler le sujet. Et voler Dior et non voler ça. Ça veut dire que dans nos plans d'eau, s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de pêcheurs. Des cours d'eau pollués, de moins en moins fournis en poissons à cause de l'utilisation du matériel non adapté. À cela s'ajoute une population qui explose. Pour répondre aux besoins des populations en produits halieutiques, les techniciens proposent d'autres solutions pour pallier aux difficultés de la pêche artisanale. Faire aujourd'hui la pisciculture, c'est une alternative à la pêche. Quand vous allez sur nos plans d'eau, vous pouvez trouver aujourd'hui peut-être des gens en train de pêcher avec des moustiquaires pratiquement. L'élevage des poissons est devenu aujourd'hui une activité très présente sur le territoire béninois. Deux variétés sont principalement concernées par cette forme de pêche. La plus accessible reste le clarias. Plus d'une quarantaine d'années que des exploiteurs travaillaient sur le clarias. Garipinis, ce qu'on appelle aboli ou bien asson, c'est un poisson rustique. C'est un poisson assez résistant et dont la reproduction artificielle est plus facile. Le tilapia s'élève aussi, seulement que au niveau du tilapia, c'est que le tilapia est un peu plus exigeant. Un peu plus exigeant, surtout en oxygène. Pour élever du poisson, il faut avant toute chose définir le cadre. Le premier matériel, c'est le site. Où est-ce que vous voulez faire la pisciculture? Maintenant, quel type de pisciculture vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire de pisciculture en utilisant les étangs? Je vous dis que c'est ce qui est plus commun, c'est ce qui est plus traditionnel et c'est ce que beaucoup de Béninois ont fait. Mis à part la pisciculture dans les étangs qui exposent généralement les poissons aux prédateurs, il existe d'autres formes d'élevage de poissons. On peut citer entre autres la pisciculture dans des bacs hors sol, la pisciculture en poche de filet. Cependant, un hic subsiste quant à l'écoulement de ces produits halieutiques. Malheureusement, il n'est pas possible de trouver sur un marché béninois du poisson élevé. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas fait la pisciculture. Les gens ont fait la pisciculture, mais n'ont pas respecté ce qu'il faut. Orienter les produits locaux vers les marchés étrangers présente certes des opportunités en termes de revenus, mais il est impératif, au prime abord, d'encourager la consommation locale. Bien sûr, une consommation locale qui doit en même temps motiver les jeunes à pouvoir créer leurs entreprises en se basant bien évidemment sur l'élevage des poissons, la pisciculture, pourquoi pas. On a en plateau M. José Migan, qui est un agronome spécialiste en gestion des ressources animales. Bonsoir. Bonsoir, M. Assiom. Merci d'être avec nous une fois encore ce soir. Bonsoir, Marcel Betoro. Assiom Gaba, bonsoir. C'est le grand retour dans le monde agricole. Ah oui, le grand retour, le petit retour, tout comme fait. Je suis heureuse d'être avec nos chers amis téléspectateurs une fois encore ce soir pour partager ce plateau. Allez, c'est un plaisir de vous retrouver également sur ce plateau ce soir pour parler de la pisciculture, l'élevage des poissons. Exactement, ce soir vous avez déjà si bien présenté, nous allons nous intéresser à l'élevage des poissons qui, au-delà d'être un choix d'entrepreneuriat, constitue aussi un très grand atout dans le système alimentaire de notre pays. Monsieur José Migan, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et chez vous? Ça va bien, merci. La forme? D'accord. Alors, ce que je veux savoir déjà pour nos amis téléspectateurs qui ne maîtrisent pas trop l'expression ou bien le thème, la pisciculture, qu'est-ce qu'on peut dire déjà quand on parle de pisciculture? Oui, la pisciculture, c'est quoi? La pisciculture, c'est l'élevage ou bien la culture des poissons, beaucoup plus
et aussi d'autres espèces halieutiques telles que les crevettes, pour ne pas citer que ceux-là. La pisciculture, donc c'est l'élevage en eau close des poissons et d'autres espèces halieutiques, telles que les crevettes, je viens de le dire, telles que les crevettes, les crabes, tout ça là. Moi, je pensais que c'est quand on parle d'aquaculture qu'on englobe tout ça, ou bien la pisciculture prend en compte aussi l'élevage des crevettes et autres. Je ne sais pas, il y a une différence à ce niveau, non? Non, il n'y a pas une grande différence. Quand on parle de pisciculture, c'est l'élevage des poissons et d'autres espèces halieutiques. Ah bon? Sinon, la pisciculture, pour nous, c'est l'élever des poissons. Il n'y a pas seulement que le poisson. En aquaculture, tu as aussi des espèces végétales. Il y a des plantes végétales, les algues, tout ça, là, en aquaculture, ça englobe tout ça. Et en pisciculture, oui, tu as les poissons, diverses sortes de poissons, des espèces animales, les poissons, les crevettes. Bon, d'accord. Alors, on retient tout simplement la pisciculture, c'est l'élevage des poissons et tout ce qui vit dans l'eau, un peu, si on s'en tient à l'explication de M. José Migan. Mais comment s'y prendre quand on veut se lancer dans la pisciculture? Oui, tu veux être entrepreneur piscicole. Première des choses, il faut avoir une formation dedans. Donc, cherche à comprendre comment se passe, comment ça s'élève, quels sont les b.a.-ba de la pisciculture. Il te faut avoir un site pour pouvoir abriter ton entreprise piscicole. Et en dehors de ça, il faut avoir une disponibilité en eau. Parce qu'en pisciculture, c'est un élevage qui exige la présence permanente de l'eau. D'accord. Déjà, la présence permanente de l'eau, ça représente une condition ou une disposition obligatoire pour la pisciculture. Est-ce qu'il y a d'autres conditions qu'il faut remplir ou d'autres dispositions qu'on doit prendre nécessairement avant de se lancer dans la pisciculture? Mais oui, tu veux élever les poissons, tu veux avoir une entreprise piscicole. Je viens de dire, tu as le site, tu as à disposition en eau. Souvent, pour ne pas avoir des déconvenus, pour ne pas avoir des désarrois, il faut préférer les zones humides, c'est-à-dire aux abords des étangs, des lacs, tout ça là. La terre ferme aussi est là. Souvent, lorsque tu n'as pas la maîtrise de l'eau, c'est difficile d'entreprendre dans ce sens-là. Oui, c'est parce qu'il y a des systèmes d'élevage aujourd'hui hors sol, en bac, en filet, tel que Jacques vient de le dire. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu veux faire ça, tu as une présence permanente de l'eau. Et il faut également voir les espèces que tu puisses faire qui ne te causent pas de problème, qui sont résistants, qui puissent accepter les conditions que tu veux leur offrir. D'accord. Mais déjà au Bénin, est-ce que l'activité est un peu développée? Est-ce que la pisciculture est vraiment... Oui, la pisciculture existe au Bénin. Les gens ont commencé depuis ça. Le reportage a su bien le dire. Les gens le font souvent en étang. Les étangs, c'est des grands trous, c'est des surfaces creusées pour la rétention de l'eau, pour pouvoir permettre l'élevage des poissons. Oui, ces surfaces-là sont disponibles. Tu veux le faire. Au Bénin, il y en a plein. C'est du nord au sud, il y en a. Des gens sont en train de le faire. Souvent, et pas en un système de production intensif, un peu extensif, c'est-à-dire c'est des zones inondables en période de crue. Les trous sont là, les espèces viennent rentrer dedans. Et puis, pendant le décrue, on vide ça. En attendant qu'une autre rue en quelque sorte, on peut faire la pisciculture un peu partout sur le territoire. Mais nous, on a dit, avec la thématique de ce jour, on veut beaucoup plus s'intéresser au côté entrepreneurial de la pisciculture. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans la pisciculture? Tout le monde, c'est trop dit. Et lorsque tu as tout le monde, c'est trop dit, je dis. Lorsque tu n'as pas la passion pour quelque chose, te lancer dedans, c'est pas forcément. Lorsque tu aimes la chose, tu as envie, tu fais de l'argent à travers la pisciculture, à travers cela. Tu t'investis dedans, tu donnes une formation, tu te lances et tu remplis les normes. Puis top, c'est parti, tu peux élever, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas forcément de critères de choix au niveau de celui qui doit exercer, ou bien pas exercer, celui qui doit faire l'activité. L'activité, non, je viens de dire, lorsque tu aimes la chose, c'est d'abord une certaine passion pour la chose, pour toute chose qu'on veut faire. Lorsque vous n'êtes pas un peu en harmonie avec la chose, le développer sera un peu difficile, mais lorsque vous aimez la chose et que vous avez envie de faire la pisciculture, surtout que le marché de la pisciculture, les gens consomment le poisson au Bénin. Seulement, les entreprises piscicoles ont des difficultés à couler le poisson aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le voisin du Nigeria est là. C'est le marché visé. Depuis Saint-État, ça a commencé par ne pas prendre comme cela se doit. On dirait que ça a pris là-bas aussi, donc c'est difficile d'écouler les produits qui sortent d'ici. On parle du marché. Pour celui ou bien le pisciculteur qui veut se lancer, comment réussir son projet? Parce que c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure des conditions, de certaines conditions. En dehors de ce qu'on a déjà dit sur ce plateau, quelles sont les autres aptitudes ou les autres
c'est pas, stratégie voilà, à mettre en place pour réussir justement à être un bon pisciculteur? Oui, pour être un bon pisciculteur, lorsque tu veux faire ton élevage piscicole, cible le site, il ne faut pas que ça soit trop en brousse, parce qu'aujourd'hui, l'élevage piscicole court des risques, le vol est là, les prédateurs sont là, et ils viennent, des fois tu lèves le matin, tu veux donner à manger à tes poissons, tu jettes la provende, ça ne bouge pas, il faut savoir qu'ils sont passés la nuit. Donc aujourd'hui, il faut sécuriser d'abord le site, c'est très important. Tu es sûr que là où tu te trouves, tu as mis des dispositions pour empêcher les gens de venir prélever ça derrière toi. Et après ça, le site est là, tes comptes volontaires, dit tout à l'heure, les normes sont respectées, tu as une petite formation, tu te lances. Parce qu'il y a des difficultés, les spécialistes sont là et tu viens consulter, ils vont t'aider à canaliser ce que tu veux faire pour ne pas avoir de grand désarroi. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord maîtriser le marché avant de se lancer dans cette affaire? C'est important pour toute entreprise, c'est parce que le marché est assuré avant que tu te lances. Aujourd'hui, le Béninois doit comprendre qu'il faut qu'il mange des poissons issus des entreprises piscicoles, des élevages de poissons. Pourquoi? Parce que la plupart des eaux, aujourd'hui, au pays sont souillées. On jette des eaux partout, des métaux lourds, tout ce qu'on veut dans les bassins, dans les cours d'eau, si bien que les poissons qui sont prévus dans ces cours d'eau sont de moins de qualité, ne respectent pas toujours les normes. Alors que dans les unités piscicoles, c'est suivi. Les normes sont respectées. Le poisson, la qualité du poisson est meilleure. Donc, le coût va accompagner ça, c'est même pas trop cher. Aujourd'hui, lorsque vous voulez prendre du carias ou bien des tilapias, le kilo tourne autour de 1800 ou plus 2000, les tilapias autour de 2500, de bons poissons frais. Combien l'éleveur gagne là-dessus, sur les 1200 et autres, en moyenne? Oui, aujourd'hui, le piscicole est tel que lorsque tu le fais dans de grands bassins, et que tu fais la culture des phytoplanctons, c'est-à-dire des vers, tout ce qui a comme micro-organismes que les poissons aiment manger, tu accompagnes ça un peu de la provende. Non, mais lorsque le coût de provende te revient autour de 1000 francs, 800 francs le kilo, tu le revends à 1500, 1800, 1700 quand même. Tu fais de la marge. Mais déjà, sur combien d'années on peut espérer un retour sur investissement? Parce que investir, d'accord, mais rentabiliser? Rentabiliser pas, je ne sais pas. Non, mais lorsque tu as un étang aujourd'hui, qui est vide, et que tu ensemences. Ensemencer, c'est quoi? C'est aller acheter les alevins et les mettre et les engraisser autour de 6 mois. Ils sont prêts à être vendus. Pour des carias, lorsque la densité est respectée et que les normes d'élevage sont respectées, à 6 mois déjà, ils sont autour de plus de 500 grammes, tant vers 1 kilo même. C'est de gros poissons que tu peux placer. Pareil pour les tilapias aussi. Donc, en 6 mois, tu es en train de vouloir rentrer dans tes premiers sous. L'amortissement, c'est sur le temps. Sur plusieurs étapes, tu vas amortir ton truc, désormais tu seras rentable. On retient que l'activité nourrit son homme, tout simplement. Oui, merci, monsieur. S'y prend très bien. Merci, José Migan. Je rappelle que vous êtes agronome, spécialiste en sciences de gestion des ressources animales. Merci d'avoir partagé c'est un plaisir de parler chaque fois informations avec nous. Assem Gaba. Oui, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir reçus aussi. C'était un plaisir, d'avoir visité le monde entrepreneurial, mais axé beaucoup plus sur la pisciculture. Merci beaucoup à vous, monsieur José Migan. Le grand rendez-vous, cette fois-ci, va recevoir, Agnès Belleveau, qui sera sur notre plateau dans un instant. Avec elle, nous allons parler d'une autre source d'entrepreneuriat, d'une autre source de revenus pour la jeunesse. Surtout, il s'agit de l'Internet. Autant savoir ce soir parle de l'Internet et présente d'ailleurs même cette révolution comme source de développement pour la jeunesse béninoise. Mais comment en faire une source de développement, une source de création d'entreprises? On offre un peu les techniques dans un instant. On suit d'abord ce reportage qui nous amène dans une bibliothèque qui suit en même temps les pas de l'évolution de la planète. Il s'agit bien sûr d'une bibliothèque qui est en ligne. Allez regarder. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver,
de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. On comprend tout simplement que c'est un marché qui existe, bien sûr, la lecture en ligne. Et il y a beaucoup de jeunes béninois investissent déjà dans ce secteur-là, permettre à ce que ce public qui en veut, qui en redemande en matière de livres numériques soit tout simplement satisfait. Et c'est pour cela que nous définissons aujourd'hui l'Internet sur Autant Savoir comme une source de création d'entreprise avec Agnat Onifade. Bello, bonsoir. Bonsoir Hassim Gaba. La pleine forme ce soir, j'espère. Si, ça va. Allez. Alors aujourd'hui, il est question donc, bien sûr de parler de l'Internet, de présenter cet outil comme source de développement pour la jeunesse. On a suivi déjà le reportage de Rebecca Dinankou qui nous présente le livre numérique. On a compris que le public adhère déjà à la cause parce que ça va vite. Et oui, le public est demandeur. Si déjà dans le domaine, ce n'est pas que les lecteurs, c'est aussi ceux qui proposent des solutions à travers le numérique. C'est vrai, c'est des solutions pas très chères, mais c'est quand même payant et ça agrège du monde. Ça permet à des jeunes de trouver un débouché aussi pour ceux qui n'ont pas un travail. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion. On peut aujourd'hui se spécialiser en livres numériques, proposer des offres qui peuvent intéresser un public qui est demandeur. Ah oui, je fais un clin d'œil à un ami certainement qui me suit. On l'a d'ailleurs reçu. Voilà, on l'a reçu plusieurs fois sur ce plateau, qui a sa plateforme de vente de livres en ligne. Il loue également en ligne en même temps. Oui, aussi, possibilité de louer en ligne. Donc, vous payez un abonnement, vous restez, vous avez accès donc à la plateforme pendant un temps donné, et puis après, quand votre frais d'abonnement finit, que vous êtes parti. J'ai trouvé la stratégie vraiment c'est sûr, surtout que de plus en plus on dit que les jeunes ne lisent pas. Je pense que les amener sur un terrain qu'ils aiment bien, c'est-à-dire le numérique, ça devait davantage les inciter à lire. À lire. On a eu la preuve tout à l'heure à travers le reportage qu'on a suivi il y a un moment. Alors, que font en fait, à part donc la lecture, que font en fait les jeunes sur Internet? D'accord. Déjà, avec l'évolution technologique, il faut dire que l'Internet est à la portée de tous. Il suffit aujourd'hui d'avoir un appareil adapté, un accès à Internet, et être dans la bonne zone, et c'est fini, vous avez accès à Internet. Alors, ce que tout le monde a remarqué, c'est que la plupart du temps,
les jeunes sont très réseaux sociaux. Donc, le gros lot des jeunes va sur les réseaux sociaux. Que ce soit, on peut se permettre de les nommer, hein, les GAFA. Nous avons Google, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp et nous avons aussi Amazon. Donc, ça, c'est des applications que les jeunes utilisent au quotidien. Maintenant, on a tout fait en tant qu'adulte de penser que ce n'est que de l'amusement, aller sur les réseaux sociaux. Or, aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour les jeunes, ce n'est pas que de l'amusement. Parfois, des gens ont leurs activités en ligne. Aujourd'hui, c'est possible pour un jeune d'avoir une activité en ligne et de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec ça. Aujourd'hui, c'est possible de pouvoir étudier en ligne. Mais il faut reconnaître que beaucoup de jeunes ne vont pas forcément sur Internet pour les bonnes raisons. On y va juste parce qu'on s'ennuie et qu'on a envie de retrouver peut-être ses amis. C'est juste pour le fun qu'on y va. C'est juste pour le fun qu'on y va. Et je pense que l'idéal, ce serait qu'à côté du ludique, on puisse mettre l'éducatif, étudier, pour que toutes les fois où vous allez sur Internet, vous revenez avec quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il faut montrer à la jeunesse, il faut faire découvrir à la jeunesse qu'il n'y a pas le fun et qui les attire, qu'on peut également créer son entreprise sur la base, bien sûr, de l'Internet. C'est ça, en fait, vous avez raison de le dire, parce que tout le monde n'a pas l'information, mais je pense que déjà ce plateau permet aux jeunes de savoir qu'il y a plein d'opportunités sur le net. Et déjà, quelles opportunités on peut avoir déjà, Internet, le moteur de recherche Google, on ne l'utilise pas assez. Déjà, avec Google, vous avez la possibilité d'aller sur les opportunités de formation qui sont disponibles. Il suffit juste de taper opportunités de formation, ça vous renvoie vers des liens, et rien qu'avec ces liens-là, c'est possible d'avoir des bourses, des formations en ligne, des formations professionnelles, des vidéos de formation, des tutoriels. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec Internet. Il n'est plus l'heure de dire on va sur Internet juste pour s'amuser. Il faut aussi apprendre sur Internet et apporter un plus à soi-même, mais aussi et à son entourage. Il y a des parents qui vraiment ont peur de laisser les enfants aller à l'Internet. Oui. Je trouve qu'ils ont peut-être raison sur une certaine partie, mais est-ce qu'il ne faut pas trouver la stratégie pour pouvoir donc les rassurer? Oui, encore qu'aujourd'hui, les psychologues vous diront qu'il faut encadrer la visite sur Internet, surtout pour des enfants d'un certain âge, jusqu'à 15 ans, 16 ans, il faut encadrer parce que ce n'est pas encore un adulte, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant et l'adolescence est une période très critique. Donc aujourd'hui, c'est possible d'installer sur le téléphone de votre enfant que vous lui avez offert justement l'obligation de ne pas aller sur certains sites que vous trouvez. Que vous lui avez offert. Parce qu'il y a des enfants qui viennent à la maison avec téléphone, avec les options pour aller sur Internet et tout, mais le parent ne se demande même pas, mais mon fils ou ma fille, où est-ce que tu as trouvé ce téléphone? Ça, par contre, je pense, Hachem Gaba, que c'est un comportement déviant. Et c'est le genre de comportement qu'il faut déplorer ici sur ce plateau. Notre rôle en tant que parents, c'est de savoir exactement ce que fait notre enfant sur Internet et surtout avec quel outil il a accès à Internet. Que c'est un outil que je lui ai acheté? Est-ce que c'est un outil qu'on lui a donné? Comment il l'a eu? C'est très important parce qu'il faudrait aussi limiter. On a commencé par parler des codes parents sur la télévision aujourd'hui. On parle aussi des codes parents sur l'accès Internet aux enfants. Et c'est très important. Il faut quand même les protéger et les relayer, c'est-à-dire les envoyer vers des sites et des applications qui pourront leur être utiles. Parce que de plus en plus, on voit sur les écrans de la télévision moins 12 ans, moins 15 ans, mais ce qui n'est vraiment pas encore de mise sur les plateformes. Oui, et il y a quand même quelque chose d'autre que je tiens à dire. Je m'excuse si on choque une partie des téléspectateurs. C'est que beaucoup de jeunes sur Internet vont suivre des films pornographiques. Et ça aussi, il faudrait que les parents puissent faire très attention parce qu'il ne faudrait pas que vos enfants puissent être en contact avec des images qui ne sont pas de leur âge. Je pense qu'il y a des plateformes désormais pour faire des restrictions. Oui. Donc, si vous achetez le téléphone à votre enfant et qu'il doit aller sur Internet là-dessus, vous pouvez activer des options de restriction pour empêcher l'enfant d'aller sur certaines plateformes qui vont peut-être l'amener à découvrir ce qu'il ne faut pas. Et oui, et dans, comment dirais-je, dans les recherches pour ce plateau, je me suis rendu compte, et j'ai un ami qui m'a dit que lui, carrément, c'est sur Internet qu'il a appris à parler anglais.
c'est sur Internet qu'il a eu son certificat, parce qu'aujourd'hui, avec Google, vous pouvez être certifié, c'est-à-dire apte à même enseigner l'anglais. Donc, autant d'opportunités qu'on a sur Internet qu'on néglige. Maintenant, on peut aussi revenir sur le marketing digital, qui est aujourd'hui une affaire de jeunes. On a beaucoup plus, c'est-à-dire si on a 100 marketeurs digitaux qui sont béninois, au moins les 70 sont des jeunes. Donc, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent sur Internet et qui ne vont pas sur Internet juste pour s'amuser. Merci, Aniat Onifade. À très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer avec Estelle Pazou dans la rédaction de BB24. C'est l'heure du journal, 19h45 exactement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Sensibiliser l'opinion publique à l'entretien de l'environnement, c'est l'objectif de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle nécessite l'engagement de tous. Entreprendre n'est pas qu'une question de formation ou de financement. Pour la création d'une entreprise, la maîtrise de soi, de son environnement et bien d'autres éléments sont importants. Plus que des occasions de retrouvailles, les fêtes communautaires mettent en lumière les valeurs culturelles des peuples. Elles donnent également un coup de pouce au développement du pays. On en parle dans ce journal. Célébrer le 17 juin de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est décrétée pour sensibiliser l'opinion publique à l'entretien de l'environnement. Elle rappelle aussi que la protection des terres nécessite un fort engagement de la communauté et la coopération de tous. Cette journée marque aussi le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. César Achade, Iliad Bokovo et Ulvaeus Balogun nous en disent plus. La désertification et la sécheresse sont deux phénomènes climatiques. Si la sécheresse est la conséquence de l'irrégularité des précipitations, la désertification résulte quant à elle du dépeuplement du couvert végétal et de l'aridité des sols. Dans un cas comme dans l'autre, ces phénomènes sont généralement marqués par des températures très élevées. Elles peuvent être naturelles ou dues au comportement de l'homme. L'homme, de par ses comportements, de par les activités socio-économiques qu'ils entreprennent dans le milieu, peuvent être aussi à l'origine de la désertification. Je prends un exemple. L'utilisation, donc du point de vue agricole, l'agriculture. Vous savez, nous utilisons aujourd'hui des intrants qui sont des intrants chimiques et qui ne sont pas toujours compatibles avec l'environnement, avec les caractéristiques de l'environnement dans lequel nous émettons ces intrants. Alors, par conséquent, ces intrants utilisés contribuent au dépeuplement des formations végétales, donc les plantes qui sont déjà dans le milieu peuvent commencer à disparaître parce que la substance chimique, les intrants chimiques utilisés par l'homme pour peut-être produire ne sont pas adaptés aux caractéristiques environnementales. On coupe tous les arbres. Vous avez vu dans toutes nos grandes villes des cargaisons de titans et de camions qui acheminent des sacs de charbon vers nos grandes villes. Et dans chaque sac, vous allez compter plus de 30 à 35 arbres. Et c'est des arbres naturels qu'on coupe sans rien mettre en lieu et place. On fait de la monoculture sur de grands espaces. Là, on est obligé d'aller vers la désertification. Ces phénomènes climatologiques extrêmes, aggravés par l'utilisation de certains polluants industriels et agricoles, sont source de dégradation de l'écosystème et de la santé humaine. Lorsqu'on parle de changement climatique, la vie est difficile sur Terre. L'air, on ne peut plus respirer normalement. Il y a certaines maladies qui surviennent. La vie coûte cher, il n'y a pas à manger. Les grands vents que vous avez aujourd'hui, on parle des cyclones qui dévastent tout sur leur chemin. Là. S'il y avait des arbres, là, les arbres auraient freiné un peu ces courants de vent. Si on parle d'érosion,
qui envahissent, qui détruisent tout, sur les cultures et tout, là, s'il y a les arbres peuvent arrêter les érosions. Les points d'eau n'existent pas. Vous allez voir que les températures sont très élevées. Les sols sont arides. Il fait chaud partout. Et là, les populations qui ne peuvent pas rester migrent. Donc l'exode rural et les migrations massives. Les animaux sont presque inexistants. Face à la persistance de la situation qui ne rassure guère, la communauté internationale a décidé d'exhorter tout un chacun à en prendre conscience. Ce qui explique le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse, intitulée « Construisons ensemble l'avenir », une manière de tirer la sonnette d'alarme pour un changement de comportement éco-citoyen. La question du financement a toujours été la première préoccupation des jeunes quand ils doivent entreprendre. Mais en réalité, maîtriser son environnement, se maîtriser soi-même et pouvoir prendre des risques sont plus importants que le financement. Et bien des centres d'incubation mettent l'accent sur la motivation de la personne qui cherche à entreprendre. Et mieux, pour ces centres, le diplôme n'est en réalité qu'une présomption de compétence. Igor Ayoso, Clotaire Aweko. Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un coût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments, dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents. Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leurs projets. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion des talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. Les fêtes communautaires sont des occasions de retrouvailles, de réjouissance et d'échanges entre les filles et fils d'une communauté. Elles mettent en valeur la culture et font la fierté de ces communautés. Plus que des moments de retrouvailles et de réjouissance, elles participent au développement et à l'économie du pays. Pakoum Alomakpe est gestionnaire de patrimoine et il nous en dit plus au micro de Iliad Boukovor et César Atiadi. La fête communautaire assure le rayonnement d'une communauté. Et donc, ce rayonnement permet aux membres de cette communauté d'être fiers de leur culture, de leur communauté, de leur population, de leur peuple. Par le truchement de cette fête, beaucoup de visiteurs arrivent. Donc, ils sont des touristes, puisqu'ils vont passer au moins 2 ou 3 jours dans la communauté. Et c'est des gens qui vont prendre des hébergements, c'est des gens qui vont manger pendant 3 jours, c'est des gens qui vont se déplacer pendant 3 jours dans la communauté. Et à chaque étape de leur séjour, ils doivent faire des dépenses. Voyez-vous. Et c'est ça qui permet de faire rentrer de l'argent dans la caisse des entreprises qui animent la vie économique de la localité. Et par conséquent, une fête du genre apporte à l'économie de la communauté. Et quand je laisse là, souvent, de plus en plus, lors de ces fêtes, il y a des foires, des pavillons qui sont mis en place pour organiser des foires. On laisse des stands aux promoteurs de produits, des entreprises, des artisans qui viennent exposer leurs produits. Et pendant cette période, ces artisans, donc ces tenanciers de stands, vendent leurs produits, prennent des contacts avec des clients, négocient des affaires, etc.
c'est de ça qu'il s'agit quand on organise les fêtes. Et donc, la préoccupation actuelle, c'est de comment faire pour que, au cours de ces fêtes, on ait un bon contenu pour drainer suffisamment de monde. Parce que plus il y a du monde, plus on fait de chiffre d'affaires. Vous savez, c'est ça les lois du commerce. Les lois du commerce, c'est que plus vous vendez, ou plus vous avez de clients, plus vous vendez, plus vous gagnez de l'argent. Et donc, c'est comment donner de bons contenus à ces fêtes-là, pour que ça s'organise, pour que ça attire plus du monde, plus de public, ainsi de suite. C'est ce travail que nous allons recommander aux communes ou aux comités d'organisation de ces fêtes-là. Et c'est simple, c'est d'avoir un bon contenu culturel, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on part de la culture, du patrimoine culturel de la commune pour produire des spectacles, des scènes, des trucs là, pour que les gens viennent suffisamment. Qu'il y ait un bon contenu social, c'est-à-dire qu'au cours de la période, on organise des activités d'ordre social pour la communauté, qu'il y ait un bon contenu économique, c'est-à-dire qu'il y a des foires et on fait tout pour que l'économie locale, c'est-à-dire les acteurs, les animateurs de l'économie locale puissent avoir des espaces pour vendre. Page inter pour le Forum mondial de l'eau Dakar 2021, le secrétariat exécutif a tenu une rencontre nationale pour réfléchir aux propositions du Sénégal avant le meeting prévu du 20 au 21 juillet à Dakar. Un événement international qui va marquer le lancement officiel du processus de la préparation du Forum mondial de l'eau. Saliou Sek de la RTS. Ils sont déjà à l'œuvre pour préparer le kick-off meeting du Forum mondial de l'eau à Dakar. Ces acteurs représentants des institutions publiques, du secteur privé, des ONG, des universités et des associations doivent défendre les propositions du Sénégal lors du forum. Nous avons tenu à ce que ce ne soit pas seulement le message des professionnels de l'eau. Vous avez vu qu'on a invité les fédérations de maraîchers, nous avons invité d'associations des consommateurs, nous avons invité tout ce que nous estimons être en capacité d'apporter des propositions. L'accès universel à l'eau, l'assainissement, l'eau pour le développement rural sont entre autres points qui seront au cœur des échanges. Le Sénégal et l'Afrique restent encore fondamentalement des espaces ruraux et qu'il y a donc nécessité de travailler à renforcer l'attractivité du monde rural. Donner de l'eau est pour nous la clé. Donner de l'eau pour les populations, donner de l'eau pour les activités, le cheptel, donner de l'eau pour l'agriculture, donner pour l'eau aussi pour améliorer le cadre de vie au niveau de la nature. Et c'est pour cela que nous en avons fait une priorité extrêmement importante. Et c'est cette priorité qui peut-être même va être l'élément le plus caractéristique du forum. Les connaissances, l'innovation, la gouvernance, le financement, des questions à régler pour relever le défi de l'eau. Aujourd'hui, si on prend juste le cas de l'Afrique subsaharienne, plus de 40% des populations ne disposent pas d'une eau de qualité. 60% ne disposent pas d'installations sanitaires. Et les efforts au rythme où ils sont en train d'être investis ne nous permettront pas d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Donc, le président du Sénégal a lancé l'idée de créer un fonds mondial. Et il a donné l'exemple en créant déjà au niveau national un fonds bleu. Donc le Sénégal voudrait bien saisir l'opportunité de ce forum pour pousser cette initiative, pour la concrétiser et pour surtout mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Cet atelier national est donc consacré à la préparation du kick-off meeting, une rencontre internationale qui sera marquée par le lancement officiel du processus de préparation du 9e Forum mondial de l'eau prévu à Dakar en 2021. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous également de l'avoir présenté. Estelle Espérance Aurore Pazou, espérant vous retrouver demain. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Ah oui, c'est ça Estelle. C'est compris. Merci beaucoup à Ulrich de l'avoir ramené à l'antenne juste après ma conclusion. À très bientôt. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs, le grand rendez-vous. Cette fois-ci, nous allons nous rendre chez le graphiste. Il est l'expert de ce grand rendez-vous. L'expert de ce soir s'appelle Firmin Tovodounon. Il est graphiste, il est consultant en publicité. Il nous plonge au cœur de son métier de graphiste ce soir. Firmin, bonsoir. Bonsoir, Assou. Alors, vous dites que le graphisme est un
ensemble de métiers ou de spécialités. Mais pourquoi? Ok, merci beaucoup. C'est vrai que de nos jours, on n'entend plus parler du mot graphiste ou bien du métier graphisme. Mais on sous-entend souvent le fait que c'est un ensemble de métiers. Beaucoup voient le graphisme comme quelqu'un qui fait peut-être les cartes de visite, les fait par les flyers, etc. Mais le métier de graphisme ne se limite pas uniquement à ça. C'est un ensemble de métiers. Tu peux avoir des graphistes qui sont spécialisés sur le web, les web designers. Tu peux avoir des graphistes qui sont plus spécialisés dans l'édition, c'est eux qui font plus le montage des livres, le montage des magazines. Tu peux avoir des graphistes qui sont plus spécialisés sur la création des interfaces pour les applications ou la création des interfaces pour les sites web, etc. Donc, il y a tellement de métiers autour de ça. Donc, à chacun, qu'il soit graphiste ou pas, de choisir sa spécialité pour mieux avancer. Parce que la concurrence de nos jours devient vraiment rude et on ne peut pas fuir la concurrence puisque ça s'accroît tout le temps. Donc, pour vraiment se retrouver dedans, il faut vraiment se spécialiser. Spécialiser soit en web designer, c'est le graphiste qui devient web designer. Exactement. Si je comprends bien. Ouais. Alors, également en montage de magazines, c'est-à-dire des livres. Édition, oui. Édition des livres. Et puis, vous avez parlé également de l'interface des sites web, des applications. Exactement. Tout ça, c'est le graphiste qui ça part déjà du graphisme. Du graphisme. Wow. Alors, mais quand c'est ainsi, est-il nécessaire vraiment de se spécialiser? On peut être graphiste et savoir faire tout ça, non? Web design et montage de livres, c'est la même personne. Puis on voit ça écrit souvent sur les enseignes. Ouais. Voilà, graphiste, et puis on vous liste tout un tas de spécialités. Exactement, parce que dans notre environnement, les gens ont toujours tendance à croire que c'est quand j'ai plusieurs activités, si l'autre ne donne pas, l'autre donne, donc je ne vais jamais manquer de manger. Mais une chose est de savoir, est-ce que tu veux vraiment en faire de ça une spécialité avancée et vraiment gagner à fond dedans? Parce que en tant que généraliste, tu ne pourras pas gagner ce qu'un expert gagne. Parce qu'on se dit, bon, moi je suis graphiste, je fais un peu de tout, je fais du web, je fais du print, les impressions, je fais les cartes, je fais de l'édition. Donc si je ne trouve pas l'autre marché, forcément je vais avoir un client qui va me confier l'autre marché et ainsi de suite. C'est vrai, tu vas vivre sur la routine, mais là tu te confonds à la masse. Et quand tu es graphiste, tu te confonds à la masse, tu ne vois que des clients de ce genre-là. Et tu ne pourras pas développer ta créativité à un sens donné où tu sois vraiment satisfait et vivre de ce que tu fais. Or, dans l'autre sens, quand tu te démarques de la masse, tu deviens spécialiste. Je suis graphiste, mais je suis plus spécialisé dans la création des logotypes. Là, quelqu'un qui est à la recherche d'un graphiste pour créer un logo, quand il va à un site, même s'il y a 1000 personnes, et s'il tombe sur le profil d'un graphiste qui est spécialisé dans la création de logotypes, il n'hésite pas à t'appeler parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de graphistes sur le site, mais toi, tu t'es plus spécialisé. Parce que dans ce sens-là, tu te démarques de la concurrence et les vrais professionnels, les grandes entreprises ont plus tendance à travailler avec les professionnels parce qu'ils se disent, avec les professionnels, on a de l'expertise. Les spécialistes. Voilà, les spécialistes, excusez-moi, on a de l'expertise, on a de l'expérience là. Et au-delà du simple fait de leur métier, ils apportent leur valeur ajoutée à cela parce qu'ils font ça tout le temps. C'est un peu comme Bruce lui a dit, il faut toujours avoir peur de quelqu'un qui pratique le même coup 1000 fois que quelqu'un qui apprend à pratiquer 1000 différents coups. C'est exactement ce qui se passe. Ah oui, hein, celui qui fait 1000 fois, c'est qu'il maîtrise déjà ce coup-là. Voilà. Donc quand il vous donne ce coup, c'est que lui, il est spécialiste de ce coup en fait. Mais l'autre, bon, il peut donner les moyens partout. Donc le graphiste peut faire tout ça, mais l'essentiel pour en gagner vrai, c'est de plus se spécialiser. Parce qu'on voit de nos jours des entreprises, des grandes entreprises, confier leur design à des graphistes qui ne sont pas vraiment pros, parce que c'est ça ils ont trouvé. Et ils font ça et ils publient ça. Et toi, quand tu vois ça dans ta peau, tu vois que ce n'est pas un bon design à l'externe. Or, quand tu vois l'entreprise qui a accepté de publier ça, tu vois que c'est une très grande entreprise que tout le monde respecte. Donc, nous, on voit ces erreurs de loin, mais c'est tellement fort que ça fait mal à l'intérieur de soi-même. Parce que sur le marché, c'est vraiment bouillant. Il y a plein de graphistes, il y a plein de gens qui s'autoprogramment graphistes, mais de l'expertise, il n'y a pas encore vraiment accès. Là, c'est vrai, hein, vous avez parlé des entreprises. Il y en a qui vous présentent des logos, vous vous demandez, mais est-ce que ça vraiment, c'est une entreprise sérieuse? Quand vous êtes graphiste, quand vous lisez le logo, vous vous dites, mais vraiment,
vous voyez une entreprise qui a peut-être 1000 couleurs dans son logo en même temps et tout ça. Donc il faut donc se spécialiser quand on est graphiste et quand on veut vraiment gagner, il faut se spécialiser. Vraiment, vous l'avez dit, mais comment devient-on alors spécialiste? Est-ce qu'on se forme directement pour être spécialiste ou on devient d'abord graphiste de façon générale, c'est-à-dire le généraliste graphiste comme chez les médecins et puis après on va faire sa spécialisation? Voilà, même à l'école de formation chez nous, c'est le général parce qu'on t'apprend à toucher à tout, on t'apprend à toucher à beaucoup de choses ensemble. Et ce qu'on conseille souvent à nos étudiants, à la fin de la formation, quand tu suis une formation pour devenir graphiste ou tu es autodidacte, c'est vrai que tu as libre cours d'exercer sur 4, 5, 6 mois le tohu-bohu, c'est-à-dire faire de tout. Le tohu-bohu. Voilà, faire de tous les marchés. Carrément, tout ce que tu sais faire, tu sais toucher à tout. Oui. Mais à un moment donné, il faut tout arrêter pour maintenant analyser ce que tu as fait sur ces quelques mois, quels étaient vraiment les concepts sur lesquels tu avais travaillé et qui t'ont vraiment touché, où tu as donné le meilleur de ton inspiration. Est-ce que c'est dans la mode? Est-ce que j'ai réussi à concevoir les affiches ou bien pour un événement de mode? Et là, j'ai réussi à faire 2 ou 3 fois en 4 mois. Je me suis vraiment retrouvé dans ça, mais par rapport au cas de visite qu'on me commandait, je ne m'arrivais pas à bien m'en sortir. Là, tu sais que tu te spécialises uniquement en création de concepts visuels pour les événements de mode, pour les maisons de mode, etc. Là, tu sais que tu te spécialises en ce sens. Alors, si je comprends bien, même en matière de conception d'affiches, il faut voir également le secteur dans lequel on réussit aussi dans ça. Exactement. Ça, c'est spécialisé après spécialisation. Voilà, parce qu'il y a des démembrements dans lesquels, même quand tu es concepteur d'affiches, tu peux te spécialiser, tu dois te spécialiser vraiment pour te faire un nom. Donc, tu peux dire, OK, moi, je me spécialise plus dans la conception d'identité des produits bio. Là, quand quelqu'un veut se faire sortir un produit bio, quand il m'appelle en un clic de doigt, je peux lui faire sortir des choses, il va dire waouh. Tu vois, là, parce que je suis tout le temps dedans. Quand on va même à l'extérieur, on tombe sur des gens, j'ai un ami comme ça à Paris, lui, il est spécialisé dans la création des couvertures de livres. C'est-à-dire, quand tu veux faire un lancement de livre, c'est lui qui te crée la couverture des livres. Lui ne fait que ça. Il y a d'autres personnes qui sont spécialisées uniquement sur les éditions. Quand tu veux faire sortir un magazine, tu l'appelles, il te conçoit le modèle type de magazine à faire sortir. Le bel exemple, j'ai reçu la dernière fois une agence de communication, l'une des meilleures d'abord de la place, qui recherchait quelqu'un qui est plus spécialisé dans l'édition. Il disait uniquement ça, c'est-à-dire, je veux un graphiste, mais qui soit uniquement spécialisé dans l'édition. Voilà, tu vois. Il dit, OK, je veux un autre maintenant. Lui, c'est à part. Il est spécialisé dans les concepts publicitaires. Donc, il y a tellement de démembrement dedans au point où le graphiste a libre choix de choisir. Ce qui est en ce sens où le tohu-bohu qu'on voit, c'est que les gens n'ont pas trop confiance en eux. Ils se disent, si je me spécialise, est-ce que je peux vivre? Et si le marché ne venait pas, c'est faux. Moi-même, j'avais commis cette erreur-là il y a très longtemps. C'est en réalité mais maintenant, je me suis spécialisé et puis j'ai vu qu'on gagne plus et puis on a plus d'expérience et on ne perd pas trop de temps. Et vous vous êtes spécialisé en quoi? Dans les formations en graphisme. Dans les formations en graphisme. Oui. La dernière fois, je t'ai fait appel, la présidente m'a fait appel, je ne cache pas, pour une formation d'un conseil. Et le monsieur qui m'avait appelé me disait, je t'ai appelé simplement parce que j'ai vu que toi, tu es spécialisé. Ce n'est pas que j'ai des graphistes qui peuvent former le conseil ou bien le comité, les acteurs de la communication en ce sens, mais j'ai vu que vous êtes plus spécialisé dans la chose et vous ne faites que ça tout le temps. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à aller fouiller ailleurs avant de venir vers vous. De venir vers vous. Donc, la spécialisation pour gagner gros est vraiment importante. Est vraiment important. Donc, il faut donc se spécialiser. Mais alors, maintenant, dites-nous, hein, c'est un secret que nous allons vous demander de livrer à nos chers téléspectateurs. C'est ce qu'on gagne quand on est également téléspectateur fidèle du grand rendez-vous en matière de graphisme. Quelle spécialité est mieux payée? Merci beaucoup. Cette question revient toujours quand on fait ce genre de débat où on donne des idées, les gens veulent savoir là où il y a l'argent cash. Voilà. Là où ce qui donne le plus de blé. Un ami me dit toujours, c'est là où il y a l'argent, il y a Dieu, il y a le diable. C'est vrai, je peux dire qu'en termes de... Ça évolue en termes d'environnement. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Okay. Et il ne faut pas te forcer à faire une chose dont le besoin n'est pas sur le marché. Si tu es dans un environnement où tu vois que les entreprises, bon, ils se défendent, ils ne comprennent pas le vrai concept. Sur 6 mois, 1 an, je n'ai pas reçu beaucoup d'entreprises qui m'ont sollicité pour la création de logos, mais plus sur la création d'affiches ou bien de cartes de visite et de flyers. Là, je sais que c'est vrai, j'ai envie d'aller vers le logotype expert en ça, mais le marché n'existe pas.
Donc ça ne sert à rien de se casser la tête là. Donc je vais me spécialiser là où le marché est vraiment... Il y a l'offre, il y a la demande au fait, et là je gagne ma vie. Mais dire exactement que tel est plus opportun que l'autre, tout dépend de l'environnement. Tout dépend de l'environnement. Est-ce qu'en matière de spécialisation, on peut avoir des graphistes qui sont spécialistes de conception, de packaging par exemple? Oui, exactement. Et chez moi, il y a par exemple un module de cours où nous faisons uniquement sur ça. Et le formateur, il sait que lui, il est uniquement là pour ça. Il y a des gens qui se spécialisent sur le packaging. C'est-à-dire, tu fais sortir un produit, tu lui parles du produit, lui te propose l'emballage, le carton, les étiquettes et tout. Lui, il est uniquement spécialisé dans ça. Il sait le type de carton approprié par rapport au coût que le produit est vendu pour qu'à l'impression, ça ne déborde pas et puisse rester dans les marges. Tout est une affaire de spécialisation. Donc, c'est le graphiste qui le fait, mais on constate que, bon, c'est nous-mêmes, on entre dans Publish Show ou bien dans n'importe quel truc, on sort quelque chose et on envoie, on constate tout simplement que dans les rayons, le Made in Benin n'attire vraiment pas. Et après, c'est pour accuser les graphistes. Je pense que c'est une manque. Parce que ce qui se dit carrément, c'est que la qualité n'est pas sur le terrain. Oui, je ne pense pas. Je suis contre parce que pour moi, c'est plus la volonté. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas cette volonté-là de croire à la chose. C'est pourquoi ils préfèrent plus payer le moins coût chez quelqu'un qui n'est pas pro que de payer le coût normal chez quelqu'un qui est professionnel. Et après, ils sont étonnés des résultats. Or, ces résultats-là, il faut payer sur des années. Or, il suffit juste de payer un professionnel au coût qu'il veut et tu as un bon résultat vendable sur des années. On comprend tout simplement que, selon vos propos, Fimeto Vodounon, qu'il faut donc se faire former, peut-être en graphisme. Si vous voulez être spécialiste, faites d'abord le Tohu-Bohu au moins 6 mois. Pour reprendre vos mots, faites le Tohu-Bohu 6 mois. Et puis après, vous allez vous spécialiser. Il faut encore une autre formation? Non, je ne dirais pas formation, mais il y a des spécialités que tu peux aller suivre. Par exemple, la semaine prochaine, je vais en Europe par rapport à ça, dans ma spécialité. Donc, si tu veux, il y a des programmes conçus pour ça, où tu veux, tu te spécialises. Quand tu te spécialises, il y a des renforcements qu'on lance de façon spécifique dans chaque programme que tu peux le faire. Même en ligne, il y a d'autres qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Et là, tu accrois plus tes compétences. Merci beaucoup à vous, Fimeto Vodounon, pour tous ces secrets que vous avez livrés à nos téléspectateurs ce soir, parlant bien sûr du graphisme. Il faut également ça pour que le Made in Benin, que ce soit du point de vue agronomique, sinon alimentaire, si vous voulez, même sur les plateformes, les sites web, les applications réalisées donc par des Béninois soient très très attrayantes et puis pourquoi pas aussi puissent bénéficier de l'adhésion du grand public. Et vraiment, merci beaucoup à vous. À très très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer, mais pratiquement à sa fin. Juste le temps de rappeler la météo.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le tout premier numéro du Grand Rendez-vous pour le compte de cette semaine-ci. Demain, on se retrouve à la deuxième heure de la soirée, c'est-à-dire à 19h, pour donc un nouveau numéro du Grand Rendez-vous. Portez-vous bien et restez toujours B24. Tout à l'heure à 21h, le Forum du jour. Ciao.